Il est 18h01 et quelques secondes. Nous sommes en plateau avec Éric Nolot qui est journaliste. Bonsoir mon cher Éric. Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire. Monsieur le professeur, bonsoir. Florian Tardif du service politique de CNews. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Nous sommes avec un ancien député, Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. Vous êtes aussi éleveur dans la Creuse. On va parler de ce qui va se passer, ce grand débat qui se profile pour samedi. Céline Pina, politologue, journaliste à Causeur. Bonsoir. Et Philippe Guibert, notre ami Philippe Guibert, écrivain un très bon livre qui est en train, il sorti aujourd'hui, Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France aux éditions du Cerf. Merci. On va parler des agriculteurs tout de suite, si vous le voulez bien, parce qu'on a appris cette nouvelle formule du grand débat qui avait réussi à Emmanuel Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Ça va se tenir samedi matin sur le ring. Alors je ne mens pas, Florian Tardif, c'est bien un ring où sont présentés les bovins, on est d'accord. Oui, j'ai même sorti des images qu'on pourra peut-être commenter également pour nos auditeurs de ce ring qui est présent dans le hall 1 du Salon de l'Agriculture, qui est le plus grand hall porte de Versailles qu'on peut retrouver à la droite quand on arrive au fond à droite et qui sert en général de présentation pour les bovins aux différentes espèces, puisque c'est sur ce ring qu'ont lieu les concours et les spectateurs peuvent admirer donc ces concours. C'est belle bête. On va revenir dans un instant sur l'organisation de ce grand débat, mais j'aimerais qu'on écoute les agriculteurs, notamment dans l'Oise. Ils sont assez remontés. Ils sont prêts à rencontrer Emmanuel Macron. Écoutez-les. Déjà, je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules qui est, parce qu'on va se faire entendre, ça c'est clair. Il va passer un sale quart d'heure parce qu'on veut lui montrer qu'on n'est vraiment pas content et qu'on veut lui faire montrer notre mécontentement et qu'il prenne le dossier agricole comme un dossier prioritaire. S'il annonce qu'il va caresser les culs des animaux, c'est le cul des agriculteurs qu'il va voir. Voilà pour cet agriculteur de l'Oise. Bon, ça laisse présager à des moments assez intéressants. Amélie Robillard est avec nous, vice-présidente de la coordination rurale. Bonsoir à vous. Vous êtes sur la même ligne que l'agriculteur qu'on vient d'entendre ou vous voulez un débat républicain, puisqu'il sera organisé comme cela? Alors un débat, nous on a du mal à comprendre pourquoi un énième débat en fait. On lui a donné toutes les pistes pour sortir de cette crise, donc on a un petit peu de mal à savoir en fait ce que va faire Emmanuel Macron, pourquoi il ne répond pas à nos revendications principales et c'est clair, il va dans un exercice de style qui maîtrise parfaitement, c'est-à-dire le débat. Il va endormir un petit peu plus les agriculteurs, mais nous on lui demande pas un débat, on lui demande de réagir à nos revendications et de régler cette crise une bonne fois pour toutes, quoi. Madame Robillard, il y aura aussi je le disais, des associations écologistes comme les Soulèvements de la Terre. Les agriculteurs seront avec eux pour interroger le président. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une très bonne chose. D'abord, c'est important qu'on débatte aussi bien les agriculteurs que les écologistes, parce qu'il faut arrêter d'opposer l'agriculture et l'écologie. Nous sommes les premiers écologistes sur le terrain. On est les garants de la santé des Français et on est les garants aussi de la bonne santé de notre planète, on va dire. Donc, c'est une très bonne chose que tout le monde se mette autour de la table pour débattre. Mais d'un autre côté, ça a été fait il y a déjà un moment et nous, on attend des réponses concrètes. On n'attend pas un énième débat et une énième loi, on veut des réponses concrètes. Jean-Baptiste Moreau est avec nous, éleveur dans la Creuse. Qu'est-ce que... c'est bon, c'est ce que vient de dire Madame Robillard. On a fait le débat, ils ont eu ce débat, ils ont parlé au président. Des réponses, il y en a eu quelques-unes, il en faut certainement d'autres, beaucoup plus structurelles. Mais après, on ne peut pas dire on veut une réponse, mais en même temps on ne veut pas de loi. Enfin, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, j'ai entendu les revendications de la coordination rurale, c'est année blanche. Moi, j'en ai connu au moins 3 années blanches déjà, 2015, 2012, je sais plus, ça résout rien du tout, c'est juste du décalage. Ça donne un peu d'air quand même. Année blanche sur les intérêts, sur les emprunts, ça n'a jamais rien résolu. Enfin, moi j'ai été éleveur et en 2015 on a eu une année blanche, j'ai pas vu que la trésorerie avait par miracle s'était considérablement améliorée. Donc à mon avis c'est pas ça la solution. Il faut des annonces concrètes, c'est pas que faire du blabla et que débattre. Moi honnêtement les associations écolo autour de je crains franchement, vu le niveau d'énervement d'un certain nombre d'agriculteurs, franchement, inviter les soulèvements de la terre, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée du siècle, honnêtement. Ouais, bon. Et j'ai peur que ça dérive assez vite, parce que entre inviter une organisation comme Greenpeace ou toi, avec qui on peut avoir un discours, et les soulèvements de la terre, c'est pas les mêmes choses. Ils sont beaucoup plus radicaux. On se rappelle des images de Sainte-Soline, des gendarmes attaqués. Ça va bien se passer, parce que le gouvernement a cherché à dissoudre. Oui. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec lui quand même, et qu'il annonce des choses concrètes. J'entends, M. Moreau. Mais alors, Mme Robillard, elle n'est pas d'accord avec vous. Allez-y, expliquez-vous, Mme Robillard.
Oui, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire de l'année blanche. En 2015, nous n'avions pas les charges qui ont explosé, qui ont été multipliées par 4 voire par 5. Là, nous demandons une année blanche pour avoir un petit peu d'air, pour pouvoir payer nos factures. Alors bien sûr, c'est une mesure à court terme, mais nous avons principalement 2 revendications. Cette mesure à court terme qui nous permettrait d'avoir un peu d'air et de pouvoir s'organiser un petit peu mieux dans les mois qui suivent, mais également une mesure à long terme qui est tournée vers l'Europe. On sait que nous avons un président de la République qui est pro-européen. Ouais. Nous demandons un minimum de protection de notre agriculture française parce que vous imaginez bien que nous, tout ce qu'on demande, c'est des prix rémunérateurs. On n'est pas là pour demander des aides, on n'est pas là, on en a marre de demander des primes, de demander l'aumône. On veut vivre de notre métier. Donc, pour avoir des prix rémunérateurs, il y a une seule chose à faire, c'est de protéger l'agriculteur français en pouvant nous donner en fait un moyen de pression sur notre marché. C'est-à-dire que tant que vous aurez des importations de l'autre bout de la planète qui pourront être meilleur marché que ce que nous proposons en France, ça ne fonctionnera pas. Tout ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir proposer aux consommateurs un produit de qualité qu'on fait depuis un moment, mais ne pas avoir des importations néfastes sur notre terrain. Et ça passe par une protection au niveau de l'Europe, mais une protection aussi de ne pas faire rentrer l'Ukraine en Europe. Donc, c'est pas le discours qu'on avait entendu de M. Macron. Amélie Robillard, vice-présidente de la coordination rurale. Allez, un dernier mot, M. Moreau. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est la protection, effectivement, et moi je peux que souscrire, puisque j'ai écrit l'article 44 de la loi Egalim qui interdit à la vente tout produit qui ne correspond pas au minimum des normes européennes. Le problème, c'est que c'est inscrit dans la loi, mais que c'est pas appliqué. Le souci, c'est qu'il faut mettre des moyens, il faut avoir une vraie répression des fraudes européennes qui aille contrôler, mais qui contrôle pas juste au port de Rotterdam ou au port du Havre, qui aille contrôler dans les pays d'origine, qui aille contrôler au Brésil les méthodes de production qui sont utilisées, qui contredisent nos méthodes de production à nous. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Voilà. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a des solutions. Maintenant, il faut la volonté politique de les amener au bout. Et ça fait quand même, un petit moment que le président Macron est au pouvoir. On est d'accord, vous avez eu l'occasion de dire tout ça. C'est en 2018. L'article 44, il est voté depuis 2018. D'accord. Okay. Voilà. Alors, Éric Nolot, second débat. Retour du grand débat, retour du grand débit, et il y a fort à parier que la montagne va encore accoucher non pas d'un bœuf, dans le salon de l'agriculture, mais d'une souris. Il y a chez le président de la République quand même une confiance déraisonnable dans la communication et dans le pouvoir du verbe. Ça ne peut pas tout résoudre. Parce que les agriculteurs n'arrêtent pas d'appuyer sur le point qui fait mal. Il faut prendre des mesures radicales qui vont à l'encontre de la mondialisation. Et quand vous expliquez, vous n'êtes pas le premier d'ailleurs, nous expliquer ici que les lois existent, mais qu'en fait elles ne sont pas appliquées, ça rend tout le monde dingue, vous comprenez ? Parce qu'on se dit, mais alors à quoi ça sert ? Mais il faut que les députés arrêtent de légiférer et qu'ils vérifient l'application des lois sur le terrain. Ça serait beaucoup plus utile à la démocratie. Là, la phrase que vous prononcez, pour moi, c'est sidérant, parce que ça va passer par de nouvelles lois. On se dit, mais si ces nouvelles lois sont à leur tour non appliquées, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les députés légifèrent beaucoup moins, qu'ils soient moins à Paris, qu'ils soient plus sur le terrain, vérifier l'application des lois. Moi, j'ai été député pendant 5 ans, et on ne peut pas être à Paris du lundi au jeudi à faire des lois à la chaîne les unes derrière les autres, et en même temps vérifier sur le terrain qu'elles sont appliquées. Et c'est ce qui manque. Et l'engagement du président de la République, c'était lutter contre l'État profond, essayer de faire en sorte que il ne l'a pas fait. Il n'a pas le fait. Ça, c'est raté. Non, mais ça, c'est raté. Ah oui, c'est indéniable. Alors, Céline Pina, rapidement, et Kevin. Quel était le discours libéral ? C'était de dire l'État ne doit pas être producteur, l'État ne doit pas être agent, l'État doit être un garant. Sauf que pour être garant, il faut pouvoir contrôler. Et pour pouvoir contrôler, ce n'est pas les députés. Les députés, ils peuvent peut-être faire remonter un certain nombre d'infos à Paris. Mais il faut que vous ayez les organismes de contrôle. Et il faut que ces organismes de contrôle aient suffisamment de monde pour agir. Aujourd'hui, l'inspection du travail, ça fait rigoler tout le monde. Mais le contrôle de la sécurité sociale, il est quasiment absent. Tous les organismes de contrôle sont sous-dimensionnés, souvent ridicules. Leurs objectifs ne sont pas clairs. Quant à leurs moyens face à des industriels ou à des gens importants, ils sont ridicules. Comment l'État peut être garant s'il n'offre aucun contrôle ? Voilà, Kevin Bossuet. On a affaire à un président de carte postale et un président schizophrène. De carte postale parce qu'il est toujours... Ça fait beaucoup, Kevin, là. Oui, mais ça fait président beaucoup, de la c'est la République, réalité. Il est toujours dans la surcommunication. Il pense qu'il va résoudre tous ces problèmes en communiquant, en organisant des Grenelles, en organisant des débats qui ne déboucheront sur rien. Ensuite, un président schizophrène
freine parce qu'il dit le contraire à Paris par rapport à ce que font ses propres députés européens à Bruxelles. Et ça, ce n'est pas possible. La vérité, c'est que les agriculteurs ont l'impression d'être baladés. Il y a 2 échéances. Il y a le salon de l'agriculture et ensuite il y a les élections européennes. Et ils se disent, il faut passer ces 2 étapes-là et il n'y aura plus rien. Et ce qui est remis en cause, c'est les 3 piliers du macronisme. C'est le libre-échange, c'est l'écologie politique et c'est l'européisme. Et Emmanuel Macron ne remettra jamais en cause cela. C'est pour ça qu'il préfère le verbe plutôt que l'action, parce qu'il est impuissant. Il ne veut pas tourner le dos à sa petite idéologie. D'où le ring. Philippe Guilbert, ouais. Il y a 2 rapports de force à avoir pour Emmanuel Macron pour que ça soit autre chose que de la communication. C'est un avec Bercy par rapport à la grande distribution, parce qu'on sait très bien que Bercy défend la grande distribution. Et puis 2, c'est au niveau européen où l'Allemagne a des intérêts complètement opposés aux nôtres en matière de libre-échange. Et ça, c'est 2 bras de fer à avoir. Peut-être que le premier avec Bercy est un peu plus facile que celui avec l'Europe et avec l'Allemagne. Pas sûr. Mais pas sûr, tu as raison. Pas sûr. Mais à un moment donné, ne tournons pas autour du pot, c'est de ça dont on parle. Madame Robillard, vous êtes encore avec nous. Vous, si la coordination rurale est invitée, vous irez sur ce ring pour débattre avec le président ? On est déjà invité au petit déjeuner avec le président de la République. J'en ferai sûrement partie. Donc, ça sera l'occasion d'échanger à nouveau. Mais moi, je vous avoue que je suis pas du tout optimiste. J'ai du mal, en fait, à comprendre la politique actuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même discours de Monsieur Attal et de Monsieur Macron. On a du mal à avoir une vision à long terme de la politique agricole que veut le gouvernement, que ce soit au niveau français et au niveau européen. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de discours clair, en fait. Et on n'a pas de cap. Et c'est ce qui manque énormément à la profession actuellement. Et c'est terrible, parce que vous dites que c'est un constat terrible. C'est ce que je disais au début. Ce qui est attendu surtout du président, c'est qu'il donne effectivement un cap, à savoir, est-ce qu'on veut une agriculture productive qui produit l'alimentation pour nos concitoyens, ou est-ce qu'on veut juste des jardiniers d'espaces verts qui entretiennent les paysages. Moi, ma réponse, c'est la première, c'est clair. Après, les agriculteurs, je pense, attendent justement, et de ça découlera Mais ça fait 5 fois qu'ils font des annonces. 5 fois, c'est la 5e reprise. Combien de temps ? La symbolique du ring, c'est quand même l'homme contre le reste du monde. Or, ça veut dire aussi que je ne bougerai pas de mon idéologie. Et le rêve d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver. Oui, vous l'appelez par son petit nom, enfin, c'est le président de la République, je vous le rappelle. J'en suis désolée, mais en fait, c'est que Macron est. Donc, le rêve d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver à convaincre des gens sans bouger de son idéologie, sans tenir compte de leur situation. Et ça, c'est complètement délirant et déconnecté. Petite pause. Merci, Madame Rebière. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour continuer le débat. À tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le débat n'a pas arrêté pendant la coupure pub. Chers amis auditeurs et téléspectateurs, j'ai dû les freiner pour qu'ils gardent un petit peu sous le pied pour l'antenne. Juste, quand même, on va revenir sur cette histoire de grand débat et le fait donc samedi matin, au cœur du salon de l'agriculture, 200 personnes autour d'Emmanuel Macron. Peut-être même plus. Peut-être plus. Bon, allez, allons-y, 2000. Voilà. Mais surtout avec, alors c'est bien des associations écologistes, c'est important parce qu'il faut qu'ils travaillent main dans la main. Mais les soulèvements de la terre, Florian, vous l'avez dit tout à l'heure. Le gouvernement a bien demandé la dissolution des soulèvements de la terre. On les a bien trouvés alors, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à Sainte-Soline. Et là, donc, ils vont être des interlocuteurs du président de la République, au même titre que les agriculteurs, que les syndicats. C'est surréaliste. Oui, au même titre que les agriculteurs, les cultivateurs, les syndicats, les ONG, la grande distribution, des industriels. C'est vrai que ça nous a tous étonnés. Je faisais partie d'un briefing presse qui a été organisé en amont de ce salon de l'agriculture, justement pour préparer la venue du président de la République. Et lorsque on nous a annoncé parmi l'ensemble des invités les soulèvements de la terre, on s'est tous, on a tous dit, attendez. On a bien entendu, c'est bien les soulèvements de la terre, cette organisation, ce mouvement que vous avez tenté de dissoudre il y a peu. Alors certes, ça a été cassé, cette dissolution, mais bon, on a tenté de comprendre, donc on a rappelé l'Élysée, j'ai rappelé l'Élysée pour savoir vraiment si c'était... Vous avez le portable d'Emmanuel Macron, vous ? Non, oui, mais j'ai pas appelé le président de la République personnellement pour Florian Tardif, des entrées à l'Élysée. Et on nous a dit, oui, c'est bien les soulèvements de la terre. On respecte l'état de droit, certes, donc bon, cette dissolution a été cassée, et le président n'a peur de rien. Le président n'a peur de rien. Est-ce que vous entendez cette phrase ? C'est quand même sans la mise en scène. Tout politique. Oui. Non mais oui, ça sera du spectacle. Bien évidemment, c'est calculé. Tous en même temps. La mise en scène où Emmanuel Macron peut se mettre en position centrale face aux agriculteurs les plus revendicatifs
et aux écologistes les plus extrémistes. À mon avis, ce que je commence à comprendre de ce que Florian nous décrit... Non, mais mettre tout le monde sur le même plan, ce n'est pas possible. Monsieur Moreau. Oui, c'est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que les agriculteurs sont suffisamment remontés contre justement notamment les soulèvements de la terre qui n'hésitent pas à saccager et à pirater des tracteurs, enfin voilà, et ça peut ravager des plantations. C'est des gens qui ont endommagé des exploitations agricoles, des exploitations forestières. Enfin, je veux dire, c'est très risqué de les mettre en présence dans un ring. Enfin, ça peut finir au pugilat. Alors attendez, ça peut finir au pugilat. Ah oui, c'est on sait qu'ils peuvent se battre devant le président. Dans un niveau de désespoir tel que la violence physique, elle est pas loin. Et mettre les soulèvements de la terre ou mettre Génération Future à côté, enfin, c'est excessivement dangereux. Pour moi, on joue avec le feu. Mais politiquement, quelle mise en garde, c'est une pina. Politiquement, c'est vicieux. Ouais. Mais ça peut marcher. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites ? Vous décrédibilisez et vous ridiculisez, vous faites passer pour des osos ultra-violents. D'un côté, les agriculteurs que vous ne pouvez pas gérer parce que vous ne voulez pas vous attaquer aux problèmes européens. Et de l'autre côté, les écologistes qui vous enquiquinent quand même. Donc, vis-à-vis de la population, vous expliquez que c'est des fous furieux. Et vous passez pour l'homme courageux qui a osé les affronter et qui en est sorti. Mais quelle est la cohérence dans tout ça ? Ouais, la cohérence. Il n'y en a aucune. Le but du jeu, c'est de durer. C'est de durer et de préserver une image présidentielle d'homme fort. On est dans la virilité, là. On se moque complètement de la réalité. On se moque complètement des vraies difficultés des gens. Pas sûr. Je pense que le président est concerné par tout ça, mais là, je ne comprends pas cette mise en scène. Je ne comprends pas le fait qu'on mette des militants radicaux qu'on voulait dissoudre il y a quelques mois aux côtés d'agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre. Chez Aristote, c'est quoi l'effet cathartique ? C'est la purification de l'âme du spectateur par le spectacle du châtiment du coupable. C'est-à-dire, vous mettez le coupable au milieu de tout le monde. Mais c'est ça. Qui est le coupable de qui ? Vis-à-vis de certains agriculteurs, c'est Emmanuel Macron. Vis-à-vis d'autres agriculteurs, c'est peut-être les soulèvements de la terre. Donc montrer que, entre guillemets, il y a un châtiment des soulèvements de la terre parce que forcément ça va mal se passer, ça permet, entre guillemets, c'est peut-être théorique, mais de faire abaisser la pression des uns et des autres. C'est le côté des fouloirs, en fait. C'est consternant. Vous êtes consterné, Eric Nolot ? Dans l'espace d'une seule émission, j'apprends qu'il faut baisser les bras pour rester poli devant les dealers et qu'on place sur un plan d'égalité des agriculteurs et un mouvement éco-terroriste qui s'est distingué en s'en prenant à l'instrument de travail de ces agriculteurs. C'est pas que c'est des contestataires, c'est qu'ils s'en prennent à leurs terres, ils s'en prennent à leurs instruments, ils pensent que tous les moyens sont bons et que leur cause est au-dessus de toute légalité et ce sont des interlocuteurs qu'on juge crédibles. Écoutez, vous parliez de la cohérence c'est l'inconscience, c'est celle de l'inconscience. C'est-à-dire d'espérer que du chaos sortira encore quelques années de mais les dindons de la farce, ce seront les agriculteurs, monsieur Moreau. Non. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Parce que sinon ça va mal finir et enfin voilà, il y a un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui sont totalement désespérés et ça va finir, je dis, à la violence et à la violence physique. Voilà, il faut absolument pas que ça en arrive là. Donc il faut vraiment que le président de la République apporte des réponses concrètes, je le dis une fois de plus, avec une vraie direction, un vrai cap, des annonces sur justement un protectionnisme. Le mot n'est pas une insulte aujourd'hui. Il y a une nécessité de cohérence. On ne peut pas demander à nos agriculteurs de produire toujours mieux et d'importer des produits qui viennent n'importe quoi. Et donc, mais franchement, je trouve que c'est très très dangereux ce qui est prévu là de mettre surtout qu'on aurait pu mettre Greenpeace ou FNH qui sont quand même un peu plus raisonnables. Mais alors mettre les soulèvements de la terre et Génération Future, c'est de avec la grande distribution, avec les agriculteurs. C'est surtout très grave. C'est légitimer la violence, c'est légitimer l'extrémisme, c'est finalement mettre en avant des gens, c'est leur donner de l'importance, c'est de leur donner la parole des gens qui bafouent quotidiennement les valeurs républicaines et les valeurs démocratiques. Quand on s'en prend à nos policiers, on leur tape dessus, quand on cible nos agriculteurs en faisant finalement quasiment des assassins qui tueraient les terres qu'ils cultivent ou qui tueraient, entre guillemets, les animaux qu'ils élèvent, je trouve ça très grave. Et à un moment, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle l'agri-bashing. C'est-à-dire, c'est insupportable de s'en prendre à des gens qui se lèvent tous les matins, qui bossent 70 heures par jour, en nous faisant croire que ce sont des personnes
qui malmènent les terres qu'ils cultivent ou qui malmènent les animaux qu'ils élèvent. Ils en souffrent quotidiennement. Vous avez des gens qui se font insulter alors qu'ils sont dans leur champ. Vous avez des gens qui voient leur exploitation saccagée à cause d'écolos bobos qui en plus créent un climat d'anxiété extrême. Moi, je le vois vis-à-vis de mes élèves qui sont dans l'éco-anxiété excessive. Ils se disent on va tous mourir. Ne bougeons plus puisqu'on va tous crever dans 3 ou 4 mois. Mais c'est grave, c'est pour moi une forme de totalitarisme idéologique. Bon, bah voilà, c'était le coup de gueule de Kevin Bossuet. Allez, on avance un